à tous, bienvenue dans Politique Matin. Ravi de vous retrouver pour une heure de décryptage et d'analyse de l'actualité politique et parlementaire. On va se pencher ce matin sur le rapport de la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires avec notre invité Mathilde Panot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Vous avez participé à cette commission. Alors, vous nous raconterez comment se sont passés vos travaux, si vous avez eu accès à toutes les informations que vous souhaitiez. Et puis, bien sûr, on reviendra sur les conclusions et les critiques de ce rapport. Dans quelques instants, Ahmed Tazir nous rejoindra sur ce plateau. Il a lu pour nous les quotidiens et il nous parlera de ces deux unes sévères avec le chef de l'État, l'Opinion, Macron, pourquoi ça patine, le Figaro, Macron remet à plus tard les sujets qui fâchent. À 9h, l'invité de la matinale sera Stanislas Guerini, député de Paris, porte-parole du groupe La République En Marche ici à l'Assemblée. On lui demandera ce qu'il attend du discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès lundi. On fera aussi le point sur les lois en débat ici à l'Assemblée nationale pendant la session extraordinaire, la réforme constitutionnelle et la loi Asile et Immigration. Voilà pour le sommaire. Vous réagissez en direct tout au long de cette émission sur Twitter avec le hashtag Polmat. Tout de suite, l'actualité en 3 informations. Certains vont sauter de joie, d'autres vont préparer les rattrapages. C'est la fin du suspense pour les 750 000 candidats au bac. Ils découvriront ce matin leurs résultats, soit en ligne, soit dans les centres d'examen. Depuis 2012, le taux de réussite au baccalauréat dépasse les 80%. Il était l'année dernière de 87,9%. 4 TGV sur 5, 2 intercités sur 3. Voici les prévisions de trafic aujourd'hui alors que la CGT et Sudrail appellent à la grève. Les 2 autres syndicats, l'UNSA et la CFDT, qui avaient participé à la grève perlée de 3 mois en avril, mai et juin, ont eux décidé de ne pas participer au mouvement pendant la période des congés d'été. La CGT prévient, elle envisage une journée de grève le 19 juillet et d'autres en août. Mauvais sondage pour l'exécutif. La cote de popularité du chef de l'État est celle de son Premier ministre, Davis. 34% d'opinion favorable pour Emmanuel Macron, 31% pour Édouard Philippe selon le baromètre Elab. Le président de la République mène une politique injuste pour 71% des Français interrogés par Odoxa Densu Consulting. Et on commence avec notre thème du jour. Les centrales nucléaires sont-elles sûres? Les députés de la commission d'enquête ont rendu leur copie hier. Ils émettent certains doutes, des réserves contestées par certains membres de ce même groupe de travail. Le point avec François Goulin. Le rapport ne révèle rien de nouveau, mais il pointe les failles de sécurité et de sûreté de l'industrie nucléaire. La rapporteure Barbara Pompili souligne notamment la sous-traitance dans les centrales du pays, ces entreprises privées qui exécutent 80% des tâches dans le secteur. Elle entraîne, comme elle est massive, une perte de compétences des salariés, des électriciens eux-mêmes, qui du coup se retrouvent plutôt à devenir des contrôleurs plutôt que des faiseurs. Et cette perte de compétences, elle est dangereuse parce que du coup on n'a plus au sein même des électriciens tout ce qui permet d'assurer une sûreté et une sécurité optimale. Autre menace que relève le rapport, le risque terroriste. Les députés soulignent que les centrales nucléaires françaises ne sont pas conçues pour résister à une attaque terroriste, ce que dénoncent depuis des mois les ONG comme Greenpeace. Les murs de ces bâtiments ne sont pas assez épais, ne résisteraient pas à une chute d'avion ou une agression par une arme, et il faut les renforcer. Nous avons publié un rapport sur le sujet il y a 10 mois. Nous avons montré par 3 actions différentes depuis octobre et encore il y a 2 jours à quel point ces bâtiments sont accessibles, sont vulnérables et bien sûr qu'il faut les renforcer immédiatement. Les députés Les Républicains de la commission d'enquête jugent, eux, que le rapport est partial et qu'il n'a plus rien à voir avec son objectif initial. On a un rapport qui va s'intéresser de façon générale à la filière nucléaire, à l'activité nucléaire, au principe même de la production d'énergie nucléaire en France et qui du coup décrédibilise un petit peu le travail sur les questions de sûreté et de sécurité à proprement parler, puisqu'il tend à faire de ce rapport finalement une charge contre le rôle, le poids et l'influence du nucléaire dans le système énergétique français. Mais de nombreuses interrogations demeurent, et surtout concernant la menace terroriste. Le secret défense a empêché les députés d'avoir accès à toutes les informations, par exemple sur la résistance des murs des centrales à une attaque d'explosifs. Le rapport demande donc la levée du secret défense et que l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme des centrales, puisse contrôler la sécurité des sites avec davantage de moyens.
Alors on l'a vu dans ce reportage, les conclusions du rapport sont contestées. Vous avez signé, vous les acceptez. Moi, j'ai voté ce rapport, effectivement. Après, j'ai complété avec une contribution qui dit que, au vu des recommandations du rapport auquel moi je souscris sur les failles de sûreté et de sécurité, eh ben, si on prenait l'énergie nucléaire comme une énergie normale et pas comme une énergie exceptionnelle, parce que dans notre pays, on est quand même le pays le plus nucléarisé au monde en termes de nombre d'habitants, eh ben, si on le prenait comme une énergie normale et pas comme un dogme qui a été construit dans les années 70, eh ben, on arrêterait cette énergie puisqu'elle devient trop chère et trop peu sûre aussi. Alors on reviendra sur ces propositions, sur le fait que certains contestent l'impartialité de Barbara Pompili, qui est à la fois présidente de la Commission du développement durable et rapporteure de ce rapport. Qu'est-ce que vous répondez à vos collègues républicains qui disent mais elle est antinucléaire donc elle est biaisée? Alors moi je suis pas d'accord parce que donc je trouve que le rapport qui a été fait justement est extrêmement construit, sérieux. Tous les verbatims sont exacts, correspondent à ce qui a été vu justement dans les auditions, dans les visites. Et je trouve que l'intérêt de ce rapport, au début du sujet, vous disiez rien de nouveau n'est apparu. Mais l'intérêt de ce rapport, c'est que pour la première fois, toutes les parties ont été entendues et que ça soit aussi les antinucléaires, mais aussi toutes les institutions, etc., qui s'occupent de ces installations nucléaires et qui arrivent à un travail sérieux et où, pour une fois, on n'a pas complètement écarté les thèses, notamment de grands chercheurs, de chercheurs sérieux, qui disent qu'il y a un problème avec le stockage de déchets en profondeur, etc. Donc, moi, je trouve que c'est un travail, justement, qui a essayé de faire la part des choses, qui est resté sur des faits et qui pointe des problèmes qui sont pointés depuis longtemps par des lanceurs d'alerte comme Greenpeace, qu'on a vu, mais par d'autres aussi, et qui sont à prendre au sérieux. Il faut arrêter de se cacher les yeux et les oreilles et regarder la situation en face pour pouvoir agir. Un des problèmes qui est pointé dans le rapport, c'est le recours massif à la sous-traitance. Vous, c'est le constat que vous avez fait au cours des auditions. Ça vous a choqué de voir que 80% parfois des salariés, c'est des sous-traitants en fait? Alors moi, ça m'a pas choqué, mais en fait, je suis très très contente que ça soit dans le rapport et qu'on ait poussé dessus, parce que moi, j'ai énormément poussé sur cette question, notamment parce que j'avais été soutenir des sous-traitants qui étaient en grève, alors pas dans une centrale nucléaire, mais dans une installation nucléaire qui assemble du combustible usé à Romans-sur-Isère, donc qui ont fait 70 jours de grève, et où notamment les sous-traitants nous racontaient que, contrairement aux autres salariés qui avaient le statut EDF, Orano, etc., eux n'avaient pas les mêmes nombres de visites médicales, ils dépendent tous d'une convention collective différente et surtout ils ont des cadences qui sont mises sur leur travail qui est extrêmement forte et qui rejoint ce qui se passe dans le monde du travail en général, mais qui est très dangereux dans le nucléaire et qui crée bien sûr des problèmes avec une banalisation des normes qui dénoncent. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup porté dans la commission d'enquête et que je suis contente qu'il apparaisse dedans. Pourquoi ça augmente les risques selon vous? Parce que les sous-traitants font aussi bien leur travail. Alors, sur plusieurs choses. Si je reprends le cas de Romans-sur-Isère, au départ, quand ils ont été embauchés, ils faisaient 35 heures par semaine. On a refusé d'embaucher des gens, etc. Donc, à la fin, ils se faisaient 48 heures par semaine. 48 heures par semaine en étant la dernière barrière de sécurité, on a fait appel à une entreprise sous-traitante suite à des accidents qui avaient eu lieu dans l'installation nucléaire. Donc, en fait, on met une cadence extrêmement forte. C'est notamment pour ça, et c'est ce qui ressort d'un rapport d'enquête, qu'il y a eu la chute du générateur de vapeur à Paluel qui aurait pu amener à un accident extrêmement fort. Donc on met une cadence très forte sur ces personnes-là. Il faut s'intéresser aussi au suivi médical, à la manière dont sont traités les gens, parce que le facteur humain est la première cause d'accident possible. Et donc si on a des gens qui sont complètement épuisés, qui sont pas bien reconnus dans leur métier, qui sont pas forcément bien formés, etc., et ben ça peut poser des soucis. Et on a vu récemment les drames humains sur lesquels ça peut arriver, mais du coup qui pourraient avoir des effets sur l'ensemble de la population, avec notamment une personne sous-traitante qui a été retrouvée morte dans sa voiture parce qu'elle dormait dans sa voiture, et une autre qui est restée 3 jours dans une centrale qu'on a retrouvée complètement déshydratée, c'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de dire qu'il y a encore quelqu'un dans la centrale. Enfin, c'est vraiment des failles qui sont incroyables et qui, pour les hommes et les femmes qui travaillent dedans, sont une absence de reconnaissance sur ce qu'ils font qui est très forte. Et que vous répondent justement les gens du nucléaire sur ce point? Pourquoi ont-ils recours à ce point-là à la sous-traitance? Juste pour des questions de coût?
Oui, c'est très clair. Et c'est pour ça que dans les choses qui ont été proposées, c'est des choses qu'on porte depuis longtemps à la France Insoumise, sont un statut plancher pour les sous-traitants, qui amènerait que lorsqu'on choisit le sous-traitant, on le choisit pour la compétence et non pas pour baisser constamment les coûts, en fait. Et parce que, en fait, ce qu'amène ce rapport, c'est des préconisations sur des failles qui ont été avérées, et je pense que d'ailleurs qu'il y en a d'autres, sur la sûreté et la sécurité des installations. Et en fait, si on voulait mettre effectivement au niveau de sûreté et de sécurité qui est nécessaire pour protéger les Français et les Françaises, en fait, il faut mettre un argent incroyable. On sait qu'on va déjà mettre 100 milliards dans le grand carénage. On sait, donc, pour rafistoler les centrales, pour qu'elles puissent durer plus longtemps, puisqu'au départ, il faut rappeler que les centrales, elles ont été créées pour 30 ans et que là, on parle de les prolonger jusqu'à 50 à 60 ans. On sait qu'on met de l'argent de plus en plus pour traiter les déchets et avec l'idée de faire la poubelle nucléaire à Bure, qui pose des gros soucis aussi, et c'est ce que pointe site d'enfouissement de déchets nucléaires. Site d'enfouissement de déchets nucléaires, et c'est ce que pointe le rapport aussi, que les autres alternatives n'ont pas été assez étudiées. Et en fait, si on doit mettre ça à niveau, ce qui est normal et ce qui doit être fait, on se rend compte que c'est un gouffre sans fin et que c'est autant d'argent qui n'est pas mis dans les énergies renouvelables et sur lequel il faut absolument agir maintenant. On va s'intéresser d'ailleurs au travail de cette commission d'enquête, puisqu'il y a quelques semaines, une de nos équipes ont pu suivre un déplacement de cette commission dans une des 19 centrales françaises, celle du Tricastin, près d'Avignon. Regardez ce reportage de Nathalie Guilloire avec François Goulin. Si on regarde la protection du site, vous avez une première barrière qui va faire l'ensemble du site. Vérifier la sûreté mais aussi la sécurité du site, c'est l'objectif de cette commission d'enquête en déplacement à Tricastin. Car aujourd'hui, les centrales nucléaires font l'objet de nouvelles menaces, comme les risques d'intrusion, des attaques de personnes ou bien des drones pouvant survoler le site. Alors face aux parlementaires, le directeur de la centrale nucléaire de Tricastin tente de rassurer. J'ai vu qu'on a à minima nos forces de gendarmerie qui sont à quelques dizaines de mètres. Donc ça veut dire qu'on a une capacité de détection et d'intervention qui est très rapide. Pour Barbara Pompili, à l'initiative de cette commission d'enquête, il est important de prendre en compte ces deux paramètres. On se rend bien compte qu'à un moment, la robustesse d'un réacteur, d'une piscine, d'une centrale en général, ou même dans les transports, ça peut être mis à l'épreuve par des séismes. Ça peut être mis à l'épreuve par des inondations, par le changement climatique, je pense qu'il y a aussi un sujet là-dessus, mais aussi par des actes malveillants. Et donc vouloir séparer les deux, pour nous, ça n'a pas trop de sens. Nous, ce qu'on veut, c'est vérifier si nos concitoyens et les gens qui travaillent dans les centrales sont en sécurité, quel que soit le risque auquel ils sont confrontés. Donc évidemment, on regarde les deux. Des contrôles ont lieu régulièrement sur ce site. Ici, 4 réacteurs de la centrale ont dû être mis à l'arrêt fin septembre 2017 durant 2 mois. En raison des risques d'inondation du site en cas de séisme d'une ampleur exceptionnelle. Malgré ces précautions, le risque zéro n'existe pas selon les députés. En même temps, on voit quand même que personne n'a envie de prendre des risques sur une industrie qui est stratégique pour ce pays, qu'on a affaire quand même à des gens responsables, que des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas en creuse. Voilà. Mais après, le risque zéro n'existe pas et il n'existera jamais. Et il n'existe d'ailleurs dans aucune activité humaine. Le vieillissement des centrales nucléaires est également une des données qui inquiètent les parlementaires. Ici à Tricastin, un des réacteurs dépassera les 40 ans en 2019. Alors on a vu un travail sur le terrain avec des visites, des auditions notamment. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu accès à tout ce que vous vouliez ? Absolument pas. Et on voit bien que là, c'est le problème qui entoure le nucléaire en général, qui est un problème démocratique extrêmement fort. Il y a un secret autour du nucléaire. En plus, et c'est ce qu'on voit là avec le gouvernement actuel, une répression extrêmement forte lorsque des militants, des citoyens essayent d'avoir accès à l'information. Or, on aurait pu espérer qu'en étant des parlementaires qui demandions des documents sur des choses, on aurait pu avoir accès à des documents qui étaient importants pour nous, pour savoir les choses. Parce que dans le nucléaire, on vous dit toujours « ne vous en occupez pas, tout va bien » et on continue comme ça. Ben non, à un moment, on reprend les choses, on ne fait pas confiance comme ça, on revérifie tout, et notamment sur des documents qu'on avait demandé de plans, sur les tests qui auraient été faits sur des murs pour voir s'ils résistaient. On n'a jamais vu la couleur, c'est-à-dire on nous a dit des tests ont été faits, mais on n'a jamais pu voir les tests. On n'a jamais pu voir les plans sur l'épaisseur des murs. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on n'a jamais eu accès, et je pense que ça pose un vrai problème démocratique qu'on n'ait pas accès à ces informations-là. Est-ce que vous comprenez quand même que ce sont des documents, j'imagine, qui ne peuvent pas se balader partout. C'est des documents très sensibles, classés parfois secret défense. C'est peut-être normal aussi, il y a un risque de fuite si on les transmet par exemple à des députés ?
Alors non, moi je pense que vous faites ce qu'on fait régulièrement. Vous mettez un rapport à disposition qui est consultable uniquement sur place, sans prendre de photos pour s'assurer que le document ne fuite pas. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir une représentation nationale qui vote des lois, qui, enfin voilà, doit faire la loi et qui n'est pas au courant de certaines choses. C'est juste pas possible. Et je tiens à dire quand même qu'une des choses que ce rapport montre, c'est quand même que des militants comme Greenpeace, qui ont d'ailleurs remontré encore il y a quelques jours que on pouvait avec un drone qui a survolé une centrale près de Lyon, qui avait aussi des failles de sécurité de ce côté-là, des militants comme Greenpeace, des citoyens qui luttent contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, eh ben c'est des citoyens de raison, d'argument, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce rapport-là. Et donc il faut arrêter de criminaliser ces gens-là et au contraire de poser les arguments sur la table et d'en discuter. Alors vous dites la solution à tout ça après ce rapport, la conclusion logique, ce serait l'arrêt du nucléaire. Le nucléaire emploie environ 200 000 personnes en France. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Ça fait vivre des villes entières, des emplois directs, indirects parfois? Alors, la première chose qui est très importante, c'est qu'on a souvent opposé justement sortie du nucléaire. Donc nous, déjà, on n'est pas pour sortir du jour au lendemain. Nous, l'idée, c'est de dire, il faut qu'on prenne une décision de sortie maintenant et la planifier, mais ça va prendre du temps. C'est juste que là... C'est à quelle échéance selon vous? Parce que là, on a dit déjà normalement 50% en 2025, même s'il y a des doutes sur cet objectif. Il faudrait sortir quand? Dans 50 ans, 25 ans? Non, on disait 2050. 2050, sachant que Nicolas Hulot est en train de prendre un retard absolument fou en disant ce n'est pas possible mais en ne proposant rien derrière. Vous vous rendez compte qu'on n'a toujours pas de calendrier de fermeture de réacteurs, ce qui est quand même extrêmement problématique. Et donc sur les salariés, on ne sortira pas du nucléaire sans les salariés. On sortira du nucléaire avec les salariés. Et quand je vous dis 2050 pour sortir, il y a derrière, ça veut dire que tous les réacteurs sont à l'arrêt en 2050. On planifie au fur et à mesure. Et de toute façon, derrière, il y a le démantèlement. Il y a besoin de gens qui connaissent les centrales. Et on sait que la transition énergétique et le fait d'investir dans les énergies renouvelables à la fois dans la recherche, dans la formation, etc., ça créera entre 300 000 et 900 000 emplois selon l'Indem. Donc ça sera créateur d'emplois extrêmement fort. Donc il y a largement de quoi occuper les travailleurs du nucléaire qui doivent... Parce qu'il y a beaucoup de réticences là-dessus. À Fessenheim, par exemple, le maire dit mais moi, dans ma population, j'ai une sur deux personnes qui vit dans ma ville, soit elle travaille dans la centrale, soit elle vit avec quelqu'un qui y travaille. Oui, mais tout à fait. Mais si c'est une sortie, si la sortie n'est pas accompagnée d'accompagnement pour les salariés, effectivement, ça pose souci. Mais on a déjà arrêté des centrales à charbon, on a déjà arrêté les mines, etc. Donc on est capable... Sans forcément se soucier à l'époque. Oui, alors à l'époque, des gens qui restaient, ça c'est pas souci. Mais on est capable aujourd'hui de dire à des travailleurs qui travaillent dans le nucléaire, de dire nous allons assurer vos conditions de travail jusqu'à la fin du nucléaire, donc des conditions de travail dignes, décentes et qui assurent votre sécurité et la sécurité de la population. Et on est capable, par exemple, même si un réacteur s'arrête aujourd'hui, il y a du travail jusqu'à même les 90 ans des travailleurs d'aujourd'hui. C'est évident. Donc on a besoin de ces compétences-là. Elles sont extrêmement importantes. Je comprends que ça entraîne des réticences, mais aujourd'hui, l'énergie nucléaire hypothèque notre avenir. On va passer à présent à une autre commission d'enquête, puisqu'il y en a 6 en ce moment à l'Assemblée. On s'intéresse à celle sur les maladies et les pathologies professionnelles dans l'industrie. Nathalie Guilloire et François Goulin ont suivi un déplacement de cette commission dans une usine de fabrication de peinture industrielle dans la Loire. Dans cet atelier, vous n'avez pas forcément besoin de porter de protection. Ici, dans cette entreprise de fabrication de peinture industrielle, les salariés sont en contact toute la journée avec des produits chimiques. Pour le PDG de cette société, leur protection est donc une priorité. Tout est mis en œuvre justement pour éliminer les risques à la base et quand c'est pas possible, on met les équipements de protection individuels. Comme vous pouvez le voir sur moi, les lunettes de protection, les bouchons d'oreille pour le bruit. Ces députés mènent une commission d'enquête pour assurer une meilleure prévention des salariés. Ils veulent appliquer le principe de précaution pour limiter l'exposition des ouvriers aux risques chimiques. Est-ce qu'une personne va travailler 20, 30, 35, 40 ans sur le même poste avec les mêmes émanations? Je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on a besoin de réfléchir sur éventuellement une circulation au niveau des postes différents. Ce qui n'est pas toujours évident au sein d'une entreprise, mais je pense que c'est une réflexion à avoir parce qu'on sait que si on a une exposition toujours au même produit, là on peut avoir quelque chose de risqué. Pour les députés, il s'agit de mettre en place de nouveaux outils, de nouveaux modes de fonctionnement spécifiques au secteur de l'industrie.
On a un risque chimique aujourd'hui dont on sait qu'il est important. Ça produit des maladies graves, des cancers. Et donc il faut vraiment se donner les moyens d'agir là-dessus, de les identifier. Dans le domaine de l'industrie, il existe également une sous-déclaration des pathologies professionnelles. Un réel problème pointé par ces médecins. Il y en a un certain nombre qui vont dire « moi je ne fais pas de déclaration, parce que si je fais cette déclaration, je sais que je vais être licencié parce que je vais perdre mon boulot ». Il faut arriver à avoir suffisamment de bons dialogues avec nos patients pour leur dire votre santé est importante. Et puis, ça permet aussi d'améliorer les conditions de travail de la population en les protégeant et en obligeant les industries à prendre des précautions supplémentaires pour ne pas déclencher des pathologies. Aujourd'hui en France, 12% de la population active déclare être exposée à une nuisance cancérogène sur le lieu de travail. Les députés croqués par Antoine Angers. Ce jeune dessinateur se loge chaque semaine sur les balcons de l'Assemblée pour retranscrire à sa façon les débats, des caricatures qui pourraient donner lieu à un livre. Rencontre avec Romain Lima et Elie Chiche-Portiche. Manuel Valls, Erwan Balanan ou encore Mouetaï Brotherson. Députés connus ou plus discrets, aucun n'échappe au crayon d'Antoine Angers. Depuis octobre, ce jeune passionné de politique se niche 2 fois par semaine sur les balcons de l'hémicycle pour capturer l'envers des débats. Chaque fois, moi je viens, j'ouvre mon carnet à dessin et puis je vais caricaturer un peu les députés. C'est pas une caricature méchante, ce n'est pas non plus de la satire. Je vais juste dessiner ce que je vois et ce que j'entends. Le reste, les affaires judiciaires, etc., ça passe à côté et c'est vraiment quelque chose, c'est un partage visuel, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on fait la politique aujourd'hui et le public, quand il voit les dessins, il est amené à se dire « Ah bah tiens, il se passe ça à l'Assemblée, moi aussi j'ai envie d'aller voir et moi aussi j'ai envie de voir ce que ce dessinateur a vu et ce que ce dessinateur a croqué à travers ses dessins. » C'est rendre accessible l'Assemblée nationale en réalité. Depuis avril, Antoine peut accéder quand il le souhaite au Palais Bourbon. Un privilège qu'il doit à l'appui de députés comme Thomas Meignier, lui-même féru de bande dessinée. En me baladant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur son compte où il avait déjà publié quelques dessins. Ça m'a plu et j'ai pris contact avec lui en vue du festival de la bande dessinée d'Angoulême. À travers lui, c'est tous les Français en fait que techniquement on fait rentrer dans l'Assemblée nationale qui doit rester une grande maison ouverte pour nous toutes et tous et donc qu'il puisse rentrer, voir tout ce qui s'y passe au quotidien et le croquer avec son regard à lui permet aussi de l'expliquer et de faire acte de pédagogie sur notre travail au quotidien. Antoine a aussi reçu le soutien de députés de l'opposition. Maintenant, c'est celui des éditeurs qu'il recherche, car d'ici 2 ans, il compte publier sa première BD. À présent, on va parcourir vos quotidiens. Et c'est avec vous, Ahmed Tazir, bonjour. Bonjour Elsa. À la une de vos journaux ce matin, un homme, Emmanuel Macron. Oui, et tous les clignotants s'allument en orange pour signaler que la communication du président, pourtant parfaite au début, disjoncte désormais tous azimuts. Macron, pourquoi? Ça patine, titre l'opinion. Et la communication qui disjoncte, la leçon aux collégiens insolents, le pognon de dingue, des aides sociales, la vaisselle à 50 000 €. La piscine de Brégançon, le plan Borloo remisé avant d'avoir été ouvert, la mafia bretonne au Vatican, des tweets, des vidéos, des petites phrases, les 80 km/h, et on en passe, la com présidentielle est devenue cacophonique. Macron remet à plus tard les sujets qui fâchent pour le Figaro, le report du plan pauvreté à la rentrée s'ajoute à d'autres dossiers sur lesquels le président de la République ne veut pas trancher, islam, bioéthique, dépenses publiques, hôpital, au risque de nourrir l'incompréhension, écrit le quotidien de droite. On ne saurait trop lui recommander de repartir de l'avant, écrit Yves Tréhard dans le Figaro, et donc de continuer comme il a commencé, avec détermination, sur le front économique. Il doit poursuivre sa révolution qui passe aussi par la réduction du train de vie de l'État. Sur le front régalien, rien ne l'empêche d'adopter la même attitude pour mieux répondre aux angoisses des Français face à l'insécurité, à la crise migratoire, à la menace islamiste, conclut l'éditorialiste du Figaro. Emmanuel Macron commence mal l'été, écrit Jean-Michel Bretonnier dans La Voix du Nord. Macron perd 6 points de confiance en un mois dans le baromètre élable pour les Échos. À 36%, il ne compte que 3 points de mieux que François Hollande au même moment de son mandat. C'est dire, il y a de quoi s'inquiéter. Un président élu ne peut avoir raison seul contre l'opinion ou pas longtemps. C'est tout le défi et l'honneur dans une démocratie que de gouverner parfois malgré le peuple, mais jamais
contre lui, conclut l'éditorialiste. Et quand un journal, Ahmed, influence les décisions à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce que veut croire le journal L'Humanité, qui en fait sa une, Constitution, la majorité bat en retraite sur la sécurité sociale. La campagne du quotidien communiste a amené le groupe La République En Marche à renoncer à l'amendement qui remplaçait le mot sécurité sociale par protection sociale dans la Constitution. Face au tollé sur la sécurité sociale, la majorité opère un repli stratégique, poursuit l'UMA. En aucune façon, il ne s'agit de mettre en cause la sécurité sociale, a assuré le Premier ministre à l'Assemblée. Les élus communistes et insoumis se sont également alarmés de cette suppression tout au long des journées de mardi et de mercredi, y voyant une confirmation de la volonté d'en finir avec l'universalité de la protection sociale à la française. Le président du groupe de la majorité, Richard Ferrand, a dû à son tour intervenir hier lors d'un point presse à l'Assemblée nationale pour assurer qu'il n'était pas question de supprimer la notion de sécurité sociale de la Constitution. Nous ferons en sorte que le terme protection sociale figure cependant, a ajouté le député du Finistère, Elsa. Mathilde Panot, ça pourrait paraître anecdotique de changer sécurité sociale par protection sociale, mais ça veut dire beaucoup pour vous? Ah non, c'est extrêmement important et je pense que nous avons eu raison d'alerter tout de suite sur cette question parce que effectivement, ça peut être tout le système de protection, de sécurité sociale que nous avons depuis l'après-guerre qui peut être remis en cause, notamment parce que les mots ont un sens. Et donc je pense que nous avons bien fait de nous battre et je remarque avec plaisir que le gouvernement et la majorité ont reculé sur ce point-là, mais aussi sur l'article 2 contre lequel nous étions beaucoup élevés sur la loi contre les violences sexistes et sexuelles, comme quoi parfois ils arrivent à avoir un petit peu d'oreille pour écouter le bon sens. L'article 2 qui inscrivait dans la loi une atteinte sexuelle avec pénétration qui a donc été retirée du texte au Sénat. Exactement. On passe, Ahmed, au